Tous à l'Ouest, vous écoutez le podcast de Western Movies, site et forum consacré au western depuis 2004. Je suis Cole Armin et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Vous pouvez réécouter nos précédents épisodes sur YouTube, Apple Podcast et Podcast Addict. Ce soir, nos deux invités sont des habitués, vous les avez déjà entendus dans nos épisodes 1 et 3 au sujet de L'Homme de la Plaine, La Flèche brisée, Rivière sans retour et Little Big Man. Dans de précédents épisodes, notre série sur les westerns pro-indiens de George Sherman portait d'abord sur Le Dernier des Peaux-Rouges, puis sur Le Territoire des Comanches et Tomahawk. Ce soir, pour ce troisième épisode, nous allons parler de deux westerns, Au mépris des lois et À l'assaut de Fort Clark. Le film suivant est considéré comme le deuxième de la trilogie sur Cochise, initiée par La Flèche brisée de Delmer Dave et qui s'achève avec Taza, fils de Cochise de Douglas Sirk. Thibaut, tu nous avais déjà parlé de La Flèche brisée dans le podcast numéro 3 de Western Movies et maintenant tu vas continuer avec Au mépris des lois, The Battle at Apache Pass. Au mépris des lois donc a été réalisé en 1952. C'est une sorte de préquel avant l'heure de La Flèche brisée que Delmer Daves avait tourné en 1950 avec James Stewart. Et c'est un des meilleurs films pour moi de George Sherman, Au mépris des lois, un de ceux également que je revois le plus souvent. Dans cette fausse suite dont les événements inspirés de faits réels se déroulent 10 ans avant le premier volet, c'est-à-dire avant La Flèche brisée, Jeff Chandler et Jay Silverheels reprennent respectivement leur rôle du grand chef Cochise et de son antagoniste Geronimo, des frères ennemis qui ont des idées radicalement opposées. À la très jolie Sonne cirée de Debra Paget dans La Flèche brisée succède ici une autre beauté brune qui est la magnifique Suzanne Cabot dont nous parlions tout à l'heure. Elle incarne la délicate petite épouse, Little Spouses, en VO, toujours soucieuse que son guerrier de mari, son Cochise d'amour lui revienne entier et ne tombe pas à la guerre. Un second rôle savoureux émaille également cette distribution. Alors, rescapé de l'attaque de la Malposte, Jack Elam endosse ici les frusques nauséabondes de Mescal Jack, un éclaireur fourbe spécialisé dans l'art de la trahison, du double jeu et du trafic d'alcool. Jack Elam, un petit aparté sur Jack Elam, c'est un de mes seconds rôles préférés du western. Il a une gueule inimitable. Il a tourné dans énormément de westerns et on le reconnaît au premier coup d'œil sans vouloir faire de mauvais jeu de mots pour lui. C'est vraiment un des piliers dans les seconds rôles du western. Dans l'attaque de la Malposte, si vous me permettez cette discrétion, il est magnifique. Et juste une petite aparté sur Jack Elam. Dans le film, il y a une scène qui m'a marqué, c'est vers la fin, je crois. On le voit apparaître dans l'obscurité, sa silhouette qu'on voit ici se détacher et puis s'approche de la caméra. J'ai trouvé ce plan très joli. Pour continuer, je dirais que là où le bas blesse, cependant, c'est avec l'acteur principal John Lund, la co-vedette de Jeff Chandler, dans le rôle du Major Colton, un officier plein de bon sens qui a l'oreille de Cochise. Et pour moi, c'est pas une erreur de casting, mais on aurait pu trouver mieux, parce que autant James Stewart avait l'étoffe et le charisme nécessaires pour faire face au grand chef Chiricahua que joue Chandler, autant ce fade blondinet n'a clairement pas l'étoffe, la carrure pour le rôle. Quitte à avoir un acteur du même style, je pense pour ma part que Alan Ladd aurait été un bien meilleur choix, lui qui portait déjà avec une belle prestance l'uniforme de la police montée dans la brigade héroïque de Raoul Walsh, un autre de mes westerns favoris. Mais sinon, excepté ce petit couac de casting, tout relatif, Le Prix des lois se révèle tout aussi efficace et captivant que La Flèche brisée, agrémenté de rares mais dynamiques scènes d'action, de dialogues percutants et de quelques détails bienvenus sur les us et coutumes des Indiens, aspect néanmoins plus discret que chez Delmer Daves. Pour conclure, je dirais que c'est un film joliment mis en image par un solide artisan du genre, notre cher George Sherman, pour une petite série B universelle qui fait partie des westerns que je revois le plus souvent, comme je l'ai dit,
et qui figure sans conteste parmi les meilleurs fleurons de la décennie dorée des années 50. C'est un western à voir et à revoir que je conseille autant aux fans du genre que pour les néophytes qui découvriraient le western aujourd'hui. Au mépris des lois, ouais, c'est comme disait justement un préquel, c'est ça, hein, par rapport à La Flèche brisée. Bon, il y a des choses intéressantes dans le film. Maintenant, je ne le mettrai pas au même plan que Tomahawk. Tu vois. Pour moi, il est quand même un peu en dessous. Ouais. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il se voit avec plaisir. Hein. Je l'ai revu récemment. Oui, c'est un honnête western où Jeff Chandler est toujours très bien en Cochise. Même si effectivement on a quand même en face de lui un très grand Geronimo, on n'est pas au même niveau que Tomahawk, hein, c'est évident. Maintenant il se laisse voir avec plaisir. Il faudrait que je voie la fin de la trilogie Taza. Oui, Taza fils de Cochise. Et j'aurais bouclé le. Qui est ressorti en 3D en Blu-ray Zone 1 avec un caméo de Jeff Chandler au début. Hein. Taza, c'est quand même un film un peu à part. Il faut pas le regarder en se disant je vais voir un film comme La Flèche brisée ou Au mépris des lois. Taza, il est, comment dire, le côté série B est peut-être un peu plus criant que La Flèche brisée ou Au mépris des lois. Ah bah, sachant que La Flèche brisée, c'est pas une série B. Oui, parce que c'est un film de casting de prestige avec James Stewart, budget conséquent. Ouais. Au mépris des lois est un peu plus modeste, c'est sûr. Mais sinon, il a non, c'est un western qui a des très belles qualités picturales. Il se laisse vraiment, c'est un western agréable à regarder, c'est évident. Hein, mais bon, encore une fois, ouais, c'est pas Tomahawk. Je pense qu'effectivement, c'est le genre de film qui se bonifie en le regardant. Je pense c'est pour ça que tu le vois plusieurs fois. Ouais, le petit reproche que je pourrais faire à l'égard Au mépris des lois, c'est quelques longueurs lors de la bataille finale. Elle serait un peu plus courte, le film passerait mieux. C'est dans ce film-là où, en fait, à la fin, tu as... parce qu'en fait, c'est quand même un fait historique, hein, la bataille d'Apache Ah oui, Pass. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, tu as quand même des Apaches qui se font décimer à coups de canon. Mm-hmm. Je trouve que cette scène-là est très, très, très forte. Hein. Et c'est vrai que ça reprend la réalité historique, il me semble. Hein. Donc, en fait, non, rien que pour cette scène-là, je trouve que cette scène-là vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que le meilleur point du film, c'est ces scènes d'action. Et la scène finale, pour un film comme celui-ci, elle est loin d'être ridicule. Elle est vraiment organique. On aurait regardé un film de la même année à la Columbia, produit par Sam Katzman. On aurait eu des remplois à tout bout de champ. Là, on voit que tout a été tourné, qu'il y a une impression de grandeur, que la photographie, elle est quand même, elle est classe. Et puis c'est tourné donc dans des décors naturels à l'Arch National Park dans l'Utah. Et d'ailleurs, au début du film, il y a un carton qui nous rappelle que ça a été tourné là-bas. Et c'est pas à la fin du film, c'est vraiment au début du film, juste après la fin du générique. Donc c'est quand même un très bon point pour le film. Et puis le film, il est tourné en extérieur la majorité du temps. On voit beaucoup de scènes à l'extérieur qui lui donnent un certain pédigré. Qui lui donne une authenticité. Ouais. D'un point de vue paysage, c'est un film remarquable, hein, à tout point de vue. Hein, mais je dirais que par rapport à d'autres films qu'il a fait, bon, je dirais qu'au niveau scénario, peut-être qu'effectivement, ça aurait pu être réécrit. Il y a peut-être une petite faiblesse de scénario, mais je veux pas chipoter. Je suis pas là pour. J'ai envie de défendre ces films puisque Sherman, c'est pas rien, et il faut le voir. C'est vraiment même si ça vaut pas La Flèche brisée, c'est quand même du Sherman et ça se laisse voir, on est emporté de toute façon. C'est clairement. Et puis il faut souligner la qualité de jeu de Jeff Chandler, toujours impérial. En Cochise, oui, il est vraiment très bon en Cochise. Après, ma scène préférée, c'est quand Cochise déchire la toile de la tente avec son couteau qui s'échappe quand il sait qu'il va être pris. Ouais, et puis la scène, c'est la scène qui m'a le plus marqué dans ce western-là. Elle est bien filmée. On a un point de vue
en hauteur. Enfin, tout ce que vous venez de dire, je vais dans la même direction. C'est que Jeff Chandler, il est très bon en Cochise et du coup, ça contraste avec John Lund qui est beaucoup plus terne. Et je pense que c'est vraiment dommage s'ils avaient mis un autre acteur. Là encore, on aurait peut-être eu un film. Même George Montgomery, il aurait été mieux, dans le même style un peu. Le film suivant de notre cycle, il y a John McIntyre qui dirige un fort, bah, c'est autre chose. Mais sinon, Geronimo est très bon aussi. Hein. Jay Silver Hills, Tonto. Moi, voilà, le truc, c'est que, voilà, c'est que je suis un peu partagé sur ce film, puisque je suis plus partisan de Geronimo, forcément. Mais vous savez pourquoi. C'est vrai que Jay Silver Hills, je le trouve impérial. Je dirais même que c'est dommage qu'on ne le voit pas assez. Voilà. Ce film, il a quand même un message anti-violence et anti-racisme que l'on a vu dans d'autres des George Sherman, et je voulais vous montrer 2 répliques qui m'ont marqué. Dans une scène entre le Major et Neil Baylor, qui lui dit vous comptez sur cette amitié avec Cochise pour maintenir la paix? Et le Major lui répond souvent l'amitié est préférable à une patrie de canon, monsieur Baylor. Et puis dans la scène où on a l'agent du gouvernement, donc toujours Baylor, qui est attablé toujours aux côtés du Major, l'actrice Beverly Tyler qui dit cette réplique: il y a des choses excellentes et haïssables en toute race. Après tout, cette terre, c'est celle des Apaches et nous sommes ici des intrus. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, tant ces répliques sont impressionnantes dans ce western qui est considéré comme mineur. Moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal dans l'ensemble avec ce film, mais en le revoyant pour ce podcast, j'y ai trouvé des qualités. L'idéal, c'est de se faire la soirée, hein, la trilogie. Ouais. Oui, d'autant que ce sont des films courts. Ils ne se sentent pas obligés de durer 2h45 comme les films d'aujourd'hui. 1h20, 1h25 maximum. Et emballer, c'est peser. Et on passe un bon moment avec. Ouais. Il n'y a pas de longueur, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ça que je trouve bien, c'est que des artisans, techniciens, sans que ce soit péjoratif, qui savaient faire des films concis, qui racontaient ce qu'ils avaient à raconter en 1h20, 1h30 maximum. Aujourd'hui, tout ça, ça serait dilaté, délayé en 2h45, 3h, et pour un résultat qui serait artificiel et qui ferait ronfler toute la salle, je crois. Hein. Parce que bon, tous les films ne peuvent pas être réussis comme un Danse avec les loups. Voilà. C'est vrai que c'est des films qui ont marqué leur époque. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même un certain charme à revoir ce genre de film. Il ne faut pas bouder son plaisir, comme je ne sais plus qui disait. Jeff Chandler, moi, je le trouve excellent. Maintenant, Jay Silver Hills est très bon aussi. Il a même son étoile sur Hollywood Boulevard, je peux dire. Et d'ailleurs, on parlait de Jay Silver Hills qu'on va retrouver dans À l'assaut de Fort Clark. On n'en sort pas, on garde les mêmes. Ah bah c'est la famille, hein, qu'est-ce que tu veux. Hein. C'est la famille Universal. Le 5e film de notre cycle est à l'assaut de Fort Clark, dans lequel Sherman retrouve Maureen O'Hara, Jeff Chandler et puis bien sûr Jay Silver Hills. Un film toujours d'Universal, sorti en 1953, un film qui a une durée relativement courte, hein, il fait 78 minutes. Voilà, il a effectivement une distribution intéressante. Maureen O'Hara, forcément, qui est donc premier au générique, encore une fois. Première. Honneur aux dames, hein, de notre côté. C'est rare dans le western, il faut quand même le souligner. Hein. Donc Jeff Chandler, encore une fois, John McIntyre, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Vincent, et donc d'autres, on va dire d'autres petits rôles, j'allais dire, non des moindres. Susan Ball, la regrettée Susan Ball, qui a eu un destin tragique. Comme vous le savez, qu'on l'a amputé de la jambe. Qui est morte très, très jeune, à 21 ans. Bon, il y a Noah Berry, il y a Charles Drake, il y a Henry Brandon qui joue le chef des Séminoles. Il y a Dennis Weaver qui jouait aussi dans d'autres films de Sherman, nous semble. Dennis Weaver, c'est pas l'homme de Duel de Spielberg? Si, c'est ça, tout à fait, ouais. D'ailleurs, la postérité, je crois, l'a retenu pour ça. C'est un peu ça, ouais. Alors qu'il a fait pas mal de petits westerns quand même, sympathiques.
le petit père. Donc il jouera aussi dans Le Grand Chef. Donc là, Jay Silverheels, il quitte la tenue d'Apache pour retrouver une autre tenue où là, il joue le rôle de Satanta, un chef Kiowa. Voilà, donc en fait, en gros, l'histoire, vous la connaissez, où des tribus Kiowa qui assaillent des colons. Le commandant du fort, qui est joué par John McIntyre, lui, en fait, il a du mal à combattre ces Kiowa. Donc on lui envoie une recrue qui est jouée par donc le major Howell Brady, par Jeff Chandler, accompagné de ses deux acolytes. Et donc, au début du film, je crois qu'on le voit arriver comme ça. C'est le début du film. Souvent, dans les films de Sherman, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit le héros arriver sur son cheval, comme ça, dans un cadre somptueux. Donc là, ils sont trois pour le coup. War Arrow, ça fait penser forcément à Broken Arrow. Donc, j'imagine que c'est pas pour rien qu'on a utilisé ce titre. Sauf que là, effectivement, on n'est point question de flèches brisées, mais je dirais plus de flèches de Cupidon. Je vais y venir, parce que pour moi, le thème central du film, c'est plus une romance. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision du film. Alors, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. J'espère que je vais pas trop dévoiler l'intrigue, parce que si les gens n'ont pas vu, arrêtez de suite, allez voir le film et vous revenez après. Donc là, en fait, Jeff Chandler arrive au fort pour pouvoir trouver une solution pour combattre ces Kiowa. Et là, sa petite idée, c'est de recruter des Séminoles. Le chef Séminole est joué par Henry Brandon, qu'on connaît bien, qui a joué souvent des Comanches. Et dans La prisonnière du désert, il faisait Scarce. Exactement. Et là, il joue le rôle du chef Séminole. Alors, ils ne s'appellent pas les Séminoles entre eux. Hein. Ils ont un autre nom, les Canuxa de Floride. Donc, à un moment donné, il y a comme ça un petit dialogue entre eux où, effectivement, ils se présentent en tant que Canuxa. Donc, je voulais revenir au niveau pour moi, l'intrigue du film, c'est vraiment la relation entre Jeff Chandler et Maureen O'Hara, qui en fait est veuve depuis 6 mois. Il y a une intrigue, on ne sait pas trop, il y a un secret, en fait, en gros, son époux, le capitaine Corwin, en fait, serait mort, mais en gros, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Bref, elle attend là, au fort, où elle est courtisée par beaucoup de messieurs, on peut les comprendre. Et en fait, il arrive, et en fait, quand on voit Maureen à l'écran, dès le départ, on la voit de dos. Bizarrement, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en général, les femmes sont introduites, c'est passer l'expression, de dos. Pourquoi de dos d'ailleurs Parce que je crois que dans le film précédent dont on parlait avec Maureen, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment une composition de personnages différents. En fait, là, elle est choisie par le personnage qu'interprète Jeff Chandler finalement. Et là, quand elle se retourne, il y a vraiment un truc qui se passe. Hein. C'est vraiment ce qu'on peut appeler à l'écran un coup de foudre. Donc là, effectivement, il y a le regard de Maureen. On a le regard donc qui est troublé, puisqu'en fait, elle vient de se rendre compte de quelque chose qu'elle n'a pas connu depuis longtemps, on va dire. Et donc, tu as Chandler qui effectivement la remarque de suite, et ça va donner lieu, on va dire, à une petite idylle qui est pour moi en fait le centre du film. Hein. D'ailleurs, War Arrow, pour moi, ça indique plus en fait la flèche de Cupidon, tu vois. Là, ils vont vivre un truc exceptionnel. Sauf que le problème, c'est le mari. Le mari, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Ça, c'est un sacré problème. Donc, l'histoire, en fait, on va suivre Jeff Chandler qui va essayer de convaincre les Séminoles de combattre les Kiowa, de manière à pouvoir ensuite se substituer au mari. Et vous allez voir comment. Donc là, il y a une scène qui est vraiment fabuleuse. En fait, on parlait tout à l'heure de Maureen, qui est pour moi une interprète magistrale. Il suffit de voir juste cette scène-là. Elle est là, on va dire, en premier plan. On la voit, elle regarde Jeff Chandler, et il n'y a pas besoin de dialogue. Tout est suggéré. Il y a une sensualité qui se dégage. Elle a un geste, et ça suffit. Elle a une espèce de
de mouvement du bras qui pour moi veut dire énormément de choses. D'ailleurs, je crois que c'est ces petits potes qui ont opéré le manège. Ça, pour moi, si tu veux, c'est vraiment le clou du film. Pour moi, cette scène-là, elle est magistrale. Je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez, mais c'est vraiment, pour moi, cette scène-là, elle est capitale. Donc en fait, là, on se rend bien compte qu'effectivement, la veuve, elle aimerait bien changer de vie. Elle aimerait bien, parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle a aucun destin à rester au fort. Et si elle pouvait repartir vivre ailleurs, par exemple à Saint-Louis, à Washington, elle serait enchantée, quoi. Donc en fait, ce film est une attente. C'est une attente pour elle pour changer de vie. D'ailleurs, lui, c'est pareil. Il a grimpé les échelons. Il était soldat. Il a grimpé les échelons jusqu'au rang de major. Il a tout fait dans sa vie. Il arrive, major, c'est vraiment le grade, le dernier grade des sous-officiers. Donc, il n'a plus grand-chose à espérer. Sinon, effectivement, une femme et changer littéralement de vie, quoi, finalement. Pour arriver à bien, il va mettre tout en œuvre pour pouvoir combattre ces Kiowa et récupérer la belle. Entre-temps, donc, on arrive chez les Kiowa. On a effectivement, encore une fois, Susan Ball, donc, qui incarne la fille du chef, Avis, oiseau, où on voit, en fait, au départ, on la voit effectivement encore de dos, bizarrement. Je trouve dommage, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est une actrice qui était prometteuse, qui a eu un destin tragique, qui était mariée avec un des héros de la série La Grande Vallée. Ouais. Richard. Non Richard Long. Bon, ils sont mariés ensemble. Pendant le mariage ou juste après le mariage, elle s'est fait, comme tu disais, Thibaut, elle s'est fait amputer de la jambe, qui effectivement, elle a eu un cancer. Parce qu'elle a eu une tumeur à la jambe suite à une mauvaise chute. Elle est tombée sur les genoux. Et puis, elle a eu une tumeur au genou. Il a fallu lui amputer la jambe. Puis je crois qu'elle a eu une septicémie ou quelque chose comme ça. Puis elle est morte. Ouais, c'est ça, exactement. Très jeune. Elle a dû faire 3 westerns. Je crois qu'elle était déjà amputée sur le tournage du Grand Chef avec Victor Mature. C'est possible, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que je trouve qu'elle était vraiment, elle avait vraiment quelque chose, cette actrice, à tel point que quand je la vois comme ça, elle me fait penser un peu à Uma Thurman. Oui. Ah non. Oui. Oui, il y a une ressemblance. Poison Ivy. Alors moi, c'était plutôt dans Pulp Fiction que j'avais. On peut ne pas être d'accord, hein, il n'y a pas de souci. Oui, Uma Thurman, je la préfère en vert quand même. Moi, je la préfère tout court, mais bon. C'est une jeune fille qui promettait beaucoup un avenir. Bon, voilà, quoi. Pour la petite histoire, là, une petite idylle avec Anthony Quinn, j'ai cru comprendre, parce qu'ils ont dû jouer dans 2 films ensemble. Et donc, le truc, c'est qu'effectivement, Susan Ball, ouais, c'est vraiment une grande présence à l'écran. Voilà, c'est destin tragique. Voilà, il y a qu'à regarder, c'est magnifique. On va peut-être revenir au film, du coup. Donc, effectivement, Maigro, donc le chef des Séminoles, en fait, donc interprété par Louis Brandon. Il faut savoir que dans les faits historiques, les Séminoles ont contribué un peu à chasser les Kiowa, qui n'étaient pas des guerriers très très sympathiques. Hein. On leur a promis des terres, des vivres. D'ailleurs, dans le film, à un moment donné, il y a une scène où effectivement les vivres n'arrivent pas et forcément ça provoque une débâcle, quoi. Et parce que les Séminoles effectivement de Floride qu'on a débarqué là, forcément c'est pas simple. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est la rivalité entre le conflit de génération entre le commandant, qui est interprété par John McIntyre, et Jeff Chandler, qui est donc major, où en fait il lui vole un peu la vedette. Il y a une forme de jalousie qui s'installe, puisque lui en fait il amène des solutions auxquelles le commandant n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que lui il est commandité par plus haut et il a un peu le bec dans l'eau, quoi, on va dire. Cette relation est intéressante, comme la relation qu'il y a entre forcément les Kiowa et les Séminoles. Bon, même s'ils n'ont pas vraiment d'interaction pendant le film, mais bon, voilà, il y a cette forme, il y a toujours le thème de la dualité chez Sherman qui est intéressante. Après, qu'est-ce qui se passe dans le film? Forcément, il y a la romance qui s'installe. La veuve, en fait, elle veut absolument partir d'où elle est. Donc, elle était mariée avec le capitaine Roger Corwin, qui est en fait un renégat, qui a déserté l'armée, puisqu'il avait a priori des amis mexicains très puissants.
qui était contre l'annexion du Texas lors du fameux traité de Guadalupe. Où en fait, en gros, on l'a acheté pour qu'il puisse combattre les nordistes avec l'aide des Kiowa. Qu'à la fin, ça se termine pas forcément bien pour lui. Que finalement, elle le met un peu au défi. Donc, elle lui dit en gros, si tu veux de moi, tu sais ce qu'il te reste à faire. En gros, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton idée et de tuer son mari, puisqu'en fait, elle a l'intuition féminine qu'il est encore en vie, quoi, finalement. Puisqu'elle est au courant de la désertion, qu'il voulait absolument combattre les nordistes et elle connaissait tout son stratagème. Des relations qui sont un peu tendues, puisque Susan Ball s'incruste un peu dans cette relation. On voit très bien que finalement ça n'aboutira pas et que Susan Ball, qui joue le chef de Nigro, il restera parmi les. Pour le coup, il y aura pas de mixité à l'écran comme on avait parlé lors du premier podcast. Le jeu de cette actrice, moi je pense qu'il y a rien à dire, il y a juste à regarder l'intensité du regard de Maureen, où en fait il en dit long sur l'attente. C'est vraiment un film qui est basé sur l'attente, qui attend en fait l'heureux élu, quoi, qui est donc Jeff Chandler. A priori, d'après ce que j'avais cru comprendre, elle le qualifiait de très mauvais acteur, mais de personne très charmante. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, moi c'est gentil pour lui. Elle avait même été plus loin que ça. J'avais lu dans la biographie, je crois, de James Stewart, qu'elle avait comparé le charisme de Jeff Chandler à celui d'un manche à balai. D'accord. Voilà, moi je trouve qu'il a une présence, même si effectivement il a pas, c'est pas John Wayne, hein, c'est sûr qu'il n'a pas forcément la même aura, parce que sans jeu de mots, on sait que Maureen et John Wayne ont joué 5 films ensemble, il me semble. Donc c'est vrai que ça peut créer des liens. Moi, Jeff Chandler, personnellement, sans la perruque de Cochise, j'ai un peu de mal à me dire que c'est lui, parce que pour moi, il est avant tout associé à Cochise. Donc quand je le vois comme ça, avec ses cheveux en brosse, poivre et sel, j'ai du mal à me dire c'est Jeff Chandler. Pour moi, il a les cheveux longs et le visage peinturluré de Cochise. Pourtant, il a fait d'excellents films. Les Piliers du ciel est pas mal, franchement. Mais moi, je te conseille que c'est son dernier film de Samuel Fuller, Les Maraudeurs attaquent. C'est sur celui-là qu'il a été blessé, que sa blessure s'est infectée, qu'il est mort, je crois. Oui, tout à fait. Peut-être que les relations étaient tendues, j'en sais rien. Je pense pas. Je pense qu'effectivement, Jeff Chandler est quelqu'un de très sympathique. D'ailleurs, regarde, là, ce que Chandler ramène à Maureen, qu'est-ce que c'est sinon les attributs de son mari, tu vois. En fait, c'est son sabre. Et en gros, pour moi, c'est vraiment le clou du film, si j'ose dire. C'est vraiment ça, en fait. Elle cherche une preuve d'amour, il lui ramène, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment hautement symbolique. C'est un film qu'il faut que je revoie, parce que c'est un de ceux que je revois assez régulièrement, même s'il y a Maureen que j'aime pas trop, mais dans ce film, bon, ça passe, je trouve. Mais tu verras. C'est un film qui est intéressant parce que on peut le voir de différentes manières, de différents points de vue. Et si tu te places dans le point de vue de Jeff Chandler, il peut être intéressant. Après, tu peux aussi te placer dans le point de vue du capitaine Renégat qui veut absolument combattre ces fichus nordistes. Donc, à l'aide de Satanta, qui est joué donc Jay, que l'on reconnaît à l'écran, là. Ils vont mener donc une charge finale à l'assaut du Fort Clark qui va se terminer très mal pour eux, quoi. Bon, effectivement, il prend un peu de liberté avec la réalité historique parce que Satanta, en réalité, il a été fait prisonnier. A priori, il se serait défenestré. Voilà. Il se serait suicidé. Donc, ce qu'on voit pas du tout à l'écran, hein. Mais bon, ça n'enlève en rien au charme de ce film que je trouve intéressant. Ce qui est intéressant, c'est en effet, il y a toujours ce petit contexte historique que je trouve très bien chez Sherman. C'est qu'il arrive toujours à dire des choses intéressantes. Moi, il y a une scène que je voudrais souligner de l'assaut de Fort Clark. C'est une scène que je trouve très bien jouée entre Maureen O'Hara et la pauvre Susan Ball. C'est quand Maureen surprend Susan Ball en train de passer une de ses robes par-dessus sa tenue indienne. Elle veut lui offrir la robe et elle lui dit comme ça: tu seras magnifique pour ton guerrier indien.
Et elle prend la mouche, Susan Boyle, en disant Indien, Indian en VO. Je ne serai jamais donc qu'une indienne pour vous, enfin quelque chose comme ça. Et elle refuse le cadeau. C'est une scène très très bien jouée, je trouve, et très bien dialoguée. Non, mais moi je pense que ce film, beaucoup le considèrent comme mineur. Moi je l'ai revu plusieurs fois. Et plus je le vois, plus je découvre des choses. C'est vraiment, c'est ça qui est Sherman. Chez Sherman, j'ai l'impression qu'il y a comme des strates, bizarrement. C'est comme, tu vois, comme s'il y avait un cadre, et après il faut gratter. Mais le problème, malheureusement, c'est que pour le grand public et même pour les exégètes, soi-disant, les grands historiens, etc., la plupart, les 3/4 de ces films de cette époque-là, enfin de ces petites séries B, sont juste des films mineurs, alors qu'il y a des vraies pépites dedans. Et quelque part, je me dis, ce sont de mauvais historiens, parce que finalement, ils passent à côté de choses qui sont formidables. Bah, oui, là, tu prêches un convaincu. Le problème, c'est qu'effectivement, pour ce film-là, en tout cas, je sais plus, je crois que c'est Vincent qui faisait référence à beaucoup d'humour dans les films de Sherman. Alors, c'était surtout dans Comanche Territory. Oui. Alors, moi, c'est pareil, j'ai trouvé aussi dans ce film des choses intéressantes concernant les dialogues entre Maureen et Jeff Chandler, où en fait, tu as beaucoup d'allusions. C'est vraiment assez savoureux comme dialogue. Mais Maureen O'Hara, bon, je l'aime pas beaucoup en tant qu'actrice, mais je dois reconnaître qu'elle a souvent de très bons dialogues, des dialogues punchy, qui envoient du bois, quoi. C'est jamais une femme, comment dire, une faible femme dans un film. C'est toujours un personnage qui prend les choses en main, quoi. C'est pas une demoiselle en détresse. Tout à fait, c'est une femme très forte. Et d'ailleurs, là, je pense qu'effectivement, c'est vraiment une femme très forte dans le sens où elle se refuse à des garnisons, à des sections entières, hein, puisqu'à un moment donné, il y a un dialogue entre les deux personnages qui est assez savoureux, puisqu'en fait, Jeff Chandler, il comprend pas pourquoi elle est encore seule, hein, finalement, au bout de 6 mois, alors que juridiquement parlant, elle est veuve, et donc elle devrait pouvoir se remarier sans problème. Alors, des sections entières me demandent en mariage. Ça, c'est Maureen qui lui dit. Parce que lui ne comprend pas. Pourtant, des fois, un seul soldat est plus efficace, lui répond-il. C'est une unité entière. Donc, elle lui répond, vous êtes donc adepte de l'attaque frontale en solo. Ah. Et donc, lui répond, oui, mais il faut bien reconnaître le terrain avant. Et après, Maureen qui termine en beauté, prenez garde, vous révélez votre position à l'ennemi. Voilà. C'était épicé comme dialogue, hein, pour l'époque. À mon avis, la censure ne devait pas s'intéresser tellement à ce genre de film. C'est pour ça que les dialogues passaient crème. Parce que pour eux, c'était des films sûrement mineurs, sans importance. Donc, ils devaient un peu trop les survoler et pas trop faire attention. Et je trouve que voilà, c'est excellent. Toute cette relation, pour moi, ce film-là est centré sur cette relation en fait des deux futurs amants finalement. Hein. Le reste en fait, c'est de second plan, quoi, tu vois. Je crois que le problème des analystes d'aujourd'hui vis-à-vis de ce genre de film, c'est que compte tenu de l'époque actuelle, de la cancel culture, la culture woke, etc., qui est en train de faire des ravages aux États-Unis et puis chez nous en Europe, c'est-à-dire que ce genre de film devient difficile à défendre à cause des pratiques de l'époque, c'est-à-dire l'Indien joué par des acteurs blancs, la femme que l'on pointe toujours comme une femme en détresse, toujours en pamoison devant les hommes, alors que en l'occurrence c'est pas vrai, puisque Maureen O'Hara est une actrice qui joue toujours des personnages forts. Mais les détracteurs d'aujourd'hui mettent tout dans le même panier, ne font pas de nuances et veulent brûler tout ça, balancer tout ça aux orties. C'est pour ça que ce genre de western aujourd'hui n'est pas mis en avant. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il n'y en a plus pratiquement des westerns. C'est clair. Et il y a une autre scène aussi qui est amusante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est au tout début, quand il trouve la flèche plantée dans le sol, là, où en fait on lui dit, Berry qui tombe, qui récupère la flèche, et son sergent lui dit, mais c'est une flèche, elle n'est pas fraîche, elle date d'1 an. Je savais pas qu'il y avait une DLT sur les flèches. Ouais. Mais bon, moi je sais pas reconnaître une vieille flèche, hein, je suis désolé. Je sais pas comment reconnaître une vieille flèche d'une flèche fraîche.
Voilà. Je trouvais ça rigolo. Enfin bon, je sais pas si vous avez tilté là-dessus. Et il y a une autre scène aussi, par contre, qui est vraiment très, très, très surprenante. C'est la scène de l'attaque finale, où en fait, on voit un guerrier Kiowa à cheval qui récupère Maureen sur son cheval donc il essaye de l'enlever, hein, finalement. Il va la jeter plus loin sur un espèce de marchepied en bois. Mais cette scène-là a été faite a priori sans doublure, sans casque. Et c'est vraiment une cascade faite par l'actrice même, hein, j'ai l'impression. Et c'est J'espère vraiment qu'elle a chaud été bien payée. non, mais c'est vraiment chaud parce que franchement, je me la suis repassée en boucle et elle aurait pu vraiment se faire mal, la pauvre. Et Ou alors bizarre, elle devait avoir une protection, quelque chose comme ça, faut espérer. Parce... bah écoute, je sais pas. Et j'ai pas l'impression que cette scène, parce que j'ai l'impression que des fois, les scènes chez Sherman sont un peu comme ça, tournées, un peu improvisées, j'ai l'impression. Si ça avait été une production Katzman, ça aurait été un mannequin en caoutchouc qu'on aurait balancé, qu'on aurait bien vu que c'était un mannequin d'ailleurs. Ouais, si tu veux, j'ai l'impression qu'en fait, il a récupéré l'actrice, il savait pas trop quoi en faire, puis elle est tombée comme ça, par accident, et ils ont gardé le montage, quoi. Bon, c'est possible que des fois, un petit incident comme ça donne une bonne prise. Hein. Et bizarrement, cette scène-là fait écho au film suivant. Donc je fais ma transition, il n'y a pas de raison. Bah, je suis ravi que Fred ait pu faire cette présentation de À l'assaut de Fort Clark parce que c'est un film que j'avais bien aimé lors de la première vision et que j'ai revu avant ce podcast. Et je dois admettre que je suis resté un peu sur ma faim. Et tout ce que j'ai entendu de Fred, je pense que je suis passé un peu à côté. Donc j'ai compris que j'allais devoir le revoir incessamment sous peu. Et ben, ça fait plaisir, hein. Mais moi c'est pareil, hein. J'ai appris beaucoup en vous écoutant et je vais revoir aussi les films. Hein. Dans mon souvenir, c'est un western que j'aurais qualifié non pas de mineur mais de conventionnel. Et en t'écoutant, il y a du second degré, si on peut dire, qui nécessite plusieurs visions peut-être du film. Les dialogues sont savoureux. Ah bah surtout celui que tu nous as fait oui, vivre. Entre Maureen et Jeff. Et encore, il y en a d'autres, hein, mais bon, j'ai sélectionné. Hein. Et alors, il y a juste une chose que vous n'avez pas mentionnée de À l'assaut de Fort Clark. Est-ce que vous connaissez le scénariste? Je dois avouer que là, tout de suite, non. C'est John Michael Hayes qui a écrit le scénario de plusieurs Hitchcock, notamment Fenêtre sur cour et La main au collet. Ah oui, c'est vrai, je l'avais lu ça. Je l'avais lu, exact. Ouais. Et je vous avoue que la première fois que j'ai vu le film, enfin, on peut dire que c'est une surprise. Sans doute que beaucoup de gens l'avaient anticipé, mais le personnage de Corwin, là, je trouvais que c'était quelque chose de bien trouvé et qui nous rappelle les scénarios des films d'Hitchcock. Tout à fait. Ouais, il y a quand même un mystère autour. C'est Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, Fenêtre sur cour, La main au collet, ouais, dis donc. Mais qui a tué Harry aussi? L'homme qui en savait trop. Mais du coup, dans les critiques de À l'assaut de Fort Clark, il y a plein de personnes qui disent par rapport au scénariste des Hitchcock, c'est une œuvre mineure. Enfin, évidemment, du coup, il en prend plein la figure pour ce film. Dommage parce que moi je pense qu'il est un peu sous-évalué, mais même vis-à-vis des membres du forum, hein, j'ai lu pas mal de choses assez négatives à son encontre. J'espère qu'avec ma vision, il y aura peut-être un espoir qu'il soit un peu plus réévalué, un peu comme chez Bertrand Tavernier, où en effet il n'avait pas bonne presse au départ, quoi. Mais c'est malheureux, c'est que ces films de cette époque-là sont trop souvent qualifiés d'œuvrettes mineures, mais comme si on ne pouvait pas en sortir une du lot. Non, elles sont toutes jetées comme ça en pâture. Ils partent du principe c'est du vieux film, donc forcément c'est de la merde. Il ne faut pas se leurrer. Beaucoup de spectateurs d'aujourd'hui, et même de critiques, pensent ça, parce que ça ne correspond pas au code d'aujourd'hui, etc. Donc ça vaut même pas la peine d'être vu. Pourtant, il y a plein de films dans les années 50. Je pense notamment des films comme faisait Fritz Lang, tu vois. Oui. Où en fait, chez Fritz Lang, tu as un double scénario. C'est-à-dire que tu as l'histoire de base, hein, classique, et derrière, tu as un tout autre scénario qui est tout aussi intéressant, mais qui est voilà. Où il faut un peu creuser pour pouvoir s'en rendre compte, quoi. C'est un peu comme ce film-là pour le coup. Parce que quand tu vois cette photo là, moi je sais pas, moi ça m'a frappé de suite, quoi. En gros, on lui amène
c'est un peu le taureau qu'on a abattu, on amène la queue et les oreilles. Hein. En tout cas, moi, ce War Arrow, je compte le revoir. Enfin. Et en plus, en format carré. Moi, j'ai le Zone 1, j'ai la chance d'avoir le Zone 1. Le film est beaucoup plus aéré en 1.33. Et du coup, là, tu verras l'intégralité du chapeau. Ah oui, et les pattes des canassons. Exactement. Et la main de Maureen O'Hara. Tout à fait. Donc, on est d'accord. Alors, donc, c'est pas zoomé, c'est OpenMate, là, du coup. Justement, on voit l'image recadrée et la version Zone 1 et une version OpenMate qui a un peu plus d'images en haut et en bas du cadre. C'est-à-dire que là, là, c'est la version avec les caches. On est d'accord. Ouais. Pour terminer sur À l'assaut de Fort Clark, voici un témoignage de Limpy. J'ai choisi de grouper War Arrow, À l'assaut de Fort Clark, 1953, et Comanche, 1955-56. Et j'ai donc fait l'effort de revoir ces deux films pour l'occasion de ce podcast. Et malheureusement, je n'ai pas changé d'avis sur mon ressenti. Alors je conseillerais donc à celles et ceux qui apprécient ce film de passer cette intervention et de s'en tenir à ce qu'en disent ici les avocats de la défense, ou passer directement au film suivant. Pour moi, les deux sont très décevants, quand on a vu Tomahawk et Battle of Apache Pass au mépris des lois auparavant. Et pourtant, j'ai essayé désespérément, et à chaque visionnage précédent, de trouver des choses, des arguments pour les aimer, les apprécier, les réévaluer. Ce sont des Sherman quand même. Mais attribuer à Sherman une carte d'immunité, comme je l'ai dit, depuis Tomahawk, et avoir pour lui une grande tendresse, ne signifie pas se départir de tout esprit critique, pour ne pas dire d'objectivité. Alors War Arrow tout d'abord. Le couple Chandler-O'Hara. Le premier était bon, tant dans ses deux interprétations de Cochise que dans Sword in the Desert par exemple, et Maureen dans Comanche Territory, ou Rio Grande, ou L'Homme Tranquille dont elle était sortie depuis peu, mais c'est l'alchimie entre les deux qui ne fonctionne pas. On ne croit pas davantage aux jalousies de John McIntyre en colonel à rien parano et soupçonneux, ou Noah Beery Jr. dans le rôle prévisible, routinier du sergent chargé du comic relief. D'autant que le comic relief, c'est-à-dire des épisodes comiques ou un personnage secondaire chargé de comédie, est là pour faire passer la tension du reste du film. Or, je n'ai pas trouvé le reste très tendu. Dennis Weaver, dans le rôle du jeune Ted Chaude, un jeune séminole exalté qui s'oppose à l'ancien ou sage, autant de rôles convenus vu dans tant de westerns. Henry Brandon un peu mieux que parfois dans ses rôles ethniques, mais dans un rôle pour moi peu crédible, d'autocrate peau rouge, avec un conseil muet qui baisse la tête dès que le chef a parlé. Lorsque j'ai vu arriver le personnage de jeune suffragette séminole, depuis qu'elle est allée à l'école de l'homme blanc peut-être, interprété par Susan Ball, j'ai espéré. Enfin un personnage frais et original. J'ai d'ailleurs entendu dans un reportage une femme apache tenir le même genre de discours. Étrangement, la jeune femme dit s'appeler Avis, l'oiseau. Un mot exact, mais en latin. Alors là, mystère. Un mystère à creuser. Mais, heureusement, elle et Maureen rentreront dans le rang et oublieront toute velléité d'indépendance, d'égalité, en suivant chacune celui qu'un scénario bien sage leur avait assigné depuis le début. Quant aux Kiowa, manipulés par des sudistes et mexicains revanchards, ils s'avèrent de bien piètres guerriers. Ils mordent de la poussière à chaque rencontre. Tant mieux pour les figurants indiens et les cascadeurs, me direz-vous. Le fort est construit dans un endroit bien mal choisi, me semble-t-il, surplombé par des collines plus ou moins boisées, d'où des snipers pourraient décimer la garnison. Mais au moins, le scénariste ou George ont-ils prévu le coup, puisqu'ils font évoquer à l'un des personnages la nécessité d'eau potable à proximité. Ajoutez que je n'ai trouvé ici aucune inventivité dans la mise en scène, la prise de vue, si ce n'est au début, la chute de cheval de Beery qui récupère une flèche. Des décors d'intérieur spartiates, assez laids, et qui sentent le décor, une scène de bal que je trouve maladroitement filmée, manquant de vie et écrite de manière peu crédible, où Jeff Chandler, qui vient d'arriver, se dirige directement vers Maureen et interrompt les conversations. Bon sang, trouver quelque chose à quoi se raccrocher. Voyons. Alors il y a des paysages assez originaux, une bonne idée de départ, de montrer que le fait d'être indien ne signifiait pas que tous les Indiens s'alliaient pour combattre les envahisseurs blancs, mais que chaque tribu avait son propre agenda politique et que des tribus pouvaient donc s'opposer, ce que les Blancs comprirent rapidement et mirent à profit. Que les différentes tribus indiennes n'étaient pas appelées par les noms sous lesquels elles se désignaient elles-mêmes, et que des groupes pouvaient être assimilés à des nations, mais tenir à leur identité. Ici les Kaniuksa par exemple, comme les Miccosukee, assimilés aux Séminoles. Et enfin Charles Drake, que j'ai pour ma part trouvé assez convaincant, en sergent chargé d'instruire militairement les Séminoles. Il reprendra d'ailleurs un rôle similaire dans Walk the Proud Land,
L'homme de San Carlos, 3 ans plus tard. Dans ces 2 films, on verra que si les Indiens avaient besoin, pour se battre à l'occidental, de discipline, de marcher au pas, pour ce qui est de savoir chevaucher ou tirer, ils n'auraient eu besoin ni d'un lord décadent ou non, John Morgan, ou d'un lieutenant Dunbar. Et c'est tout pour cette attaque de Fort Clark, me semble-t-il. Quant à Comanche, ainsi s'achève ce 3e podcast sur les westerns pro-indiens de George Sherman. Nous avons évoqué ce soir Au mépris des lois et À l'assaut de Fort Clark. Vous pouvez réécouter les 2 premiers épisodes consacrés au dernier des Peaux-Rouges, à Sur le territoire des Comanches et Tomahawk. Ces épisodes ainsi que nos autres podcasts sont disponibles sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict et sur notre page Western Movies. Nous espérons que ce podcast vous aura éclairé et vous donnons rendez-vous pour un 4e épisode consacré au western Comanche et Le Grand Chef. Globalement, ce western, c'est une escapade dans la nature, dans la beauté de l'Ouest. C'est en quelque sorte le baiser de vie d'un futur mort. Cette scène est exceptionnelle, pour moi prodigieuse, toute chargée en émotions, et c'est très très palpable chez l'acteur. Ils vont pas dans la même direction, et pour cause, là, ils vont vers la mort. Tu vois, c'est un paysage désertique, il y a pas de vie, le paysage est quasiment mort, là. Alors que sur l'autre cliché, c'est la vie. Je pourrais parler de perruque aussi à propos de ce film. Surtout ceux qui la perdent avec leur scalp. Tomahawk, il est beaucoup plus proche de ses acteurs. Il va plus chercher l'émotion, il va plus, tu vois. Alors que là, j'ai l'impression que c'est plus de l'illustration, tu vois, plus que de l'émotion. Excellente soirée et vive le western!